regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-André Abonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, durant toute une heure, il y aura plein de choses qui vont se passer. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se trouve dans le nouveau numéro du droit à faire. Il y a Gisèle Nantais qui est avec nous. Elle va nous apporter des idées pour voir des films en fait durant ce temps des fêtes. Et tout de suite pour commencer, je suis avec Monsieur Jean-Pierre Taschereau. En fait, pour moi je suis fascinée par son histoire parce que c'est quelqu'un qui est dans le mouvement de la Croix-Rouge depuis plus de 25 ans. Hein? Ouais. Je veux juste vous demander déjà pour commencer, qu'est-ce qui vous a piqué à aller vous impliquer à la Croix-Rouge? Ben, c'est un concours de circonstances. Je viens d'une ville qui s'appelle Sainte-Marie-de-Beauce, au sud de Québec, qui fait régulièrement la manchette pour les inondations printanières. Donc en 1991, le centre-ville avait été inondé, mais j'avais dû être évacué. Donc moi, j'étais allé rester chez des amis, mais j'avais vu que la Croix-Rouge canadienne était venue monter un centre d'hébergement à l'école polyvalente. Je suis allé voir si je pourrais donner un coup de main pour aider les gens qui étaient déplacés. Et puis c'est là que j'ai vu que la Croix-Rouge intervenait en faveur des personnes qui sont affectées par des catastrophes naturelles ou des conflits armés, non seulement au Canada, mais à travers le monde. Et puis c'est là que j'ai su tout de suite que c'est ce que je voulais faire. Donc, je suis jamais sorti. Voilà, ça fait 28 ans maintenant. Donc, c'était là, en fait, le déclic, de pouvoir, de vivre même une expérience qui te touchait personnellement, et puis du coup, de vouloir, en fait, s'engager. Voilà. Puis là, on discutait de ça tantôt, et puis on appelle ça des emblèmes, en fait. Parce qu'en fait, il y a la Croix-Rouge que tout le monde connaît, mais il y a aussi le Croissant rouge et le Cristal rouge. Voilà. C'est quoi ces deux autres-là? Ben, c'est que le mouvement de la Croix-Rouge, en fait, c'est que ça représente un symbole d'une organisation humanitaire neutre et impartiale. La Croix-Rouge, La Croix-Rouge, mais aussi pour assurer l'acceptation et l'universalité des secours qu'on veut offrir. Historiquement, il faut comprendre, la Croix-Rouge a été choisie comme emblème pour rendre hommage au fondateur du mouvement qui était suisse. Donc, la Croix-Rouge, c'est l'inverse du drapeau de la Suisse. Mais il y a des régions du monde où le symbole de la croix est perçu autrement. Donc, pour assurer que la mission du mouvement et l'idée puissent être reçues et acceptées et que nos volontaires puissent travailler en toute sécurité dans l'acceptation de toutes les parties au conflit, surtout dans des cas de conflit armé, on a adopté dans certains pays le Croissant rouge. Et plus récemment, pour étendre encore cette neutralité-là, on a adopté le troisième symbole qui est celui du cristal. Puis, qu'est-ce que ça prend, selon vous? Parce que ça fait plus de 40 ans que vous travaillez avec eux, là. Qu'est-ce que ça prend pour être bénévole à la Croix-Rouge, pour travailler à la Croix-Rouge? Ben, ça prend un désir de s'impliquer, je dirais, de vouloir faire une différence, de vouloir faire une différence, s'engager. Puis, c'est pas besoin d'aller au bout du monde pour le faire. On peut le faire dans nos communautés. Moi, j'ai commencé chez moi. J'ai fait ce qu'on appelait des postes de secours, des services aux sinistrés dans ma région, au Québec, puis au Canada pendant plusieurs années, avant de passer à l'international. Une fois que j'avais acquis les expériences... Il n'y a pas besoin de diplôme spécifique non, pas du tout. Pas pour le travail au Canada. Pour le travail à l'étranger, on est un peu plus poussé dans ce qu'on recherche comme expertise et compétences. Par exemple, on a un hôpital de campagne qu'on déploie lors de crise. Là, c'est du personnel médical dûment formé, pratiqué, et qu'on entraîne nous-mêmes pour travailler dans des contextes qui sont très, très loin de ce qu'on retrouve dans des centres hospitaliers avec toute la technologie, les ressources comme on connaît au Québec et au Canada. Je suis tellement impatiente de peut-être me faire la pause et puis continuer plus longuement avec vous parce qu'en fait, vous avez voyagé dans plus de 40 pays. C'est clair qu'on va laisser le côté missionnaire pour plus tard, mais je me dis, c'est clair que ça change toute une vie de pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans le besoin, d'apporter leur aide, parce que, comme on l'a dit, vous n'êtes pas resté seulement au Canada, vous êtes allé un peu partout, dans le monde entier, je dirais. Vous avez fait combien de continents? À peu près tous. Tous les continents. Puis combien de pays? J'ai dit 40 pays. Près de 40, oui. Puis qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? C'est un contact avec l'humanité sous plusieurs formes. Je vous dirais... ça permet de relativiser les convictions qu'on a et puis de les mesurer contre d'autres réalités. Voilà. Et puis qu'il existe beaucoup d'autres réalités que ce qu'on prend pour acquis ne l'est pas pour la majorité de la population de la planète. Je veux dire, c'est tellement facile de prendre pour acquis. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la sécurité dont on jouit ici, le fait de pouvoir marcher sur la rue n'importe quand. On se plaint du froid.
ça va quand même. Là. C'est pas donc l'accès à l'eau, l'accès aux ressources, le niveau d'organisation sociale qu'on a, 80% de la planète n'arrive même pas à rêver de ce luxe qu'on prend, nous, pour acquis. Donc ça permet de l'apprécier beaucoup plus. On se donne la permission d'être comme un peu mal dans notre corps, dans notre cœur, quand on travaille pour la Croix-Rouge? Je pense que c'est peut-être un passage obligé, mais il ne faut pas rester là. Parce que d'abord, ça n'ajoute rien, le fait de se sentir coupable. Je pense que de transformer cette culpabilité-là en gratitude, c'est ce qui permet justement d'en prendre conscience, mais aussi d'aller au-delà et de ne pas le prendre pour acquis. Donc, de mesurer un peu sa consommation, puis l'impact qu'on a sur l'environnement, les ressources naturelles. Quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut gaspiller, je veux dire, en lavant une voiture, en prenant un bain par rapport à... Je garde avec moi parce qu'il y a tellement de choses à dire là. Alors, on revient juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Singepour, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Moussettes de Halifax viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le dimanche 19 janvier, 14h, sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du mouvement de la Croix-Rouge, en fait, je dirais de l'implication de M. Tachereau au sein de la Croix-Rouge depuis plus de 40 ans. Puis j'étais juste en train de demander avant la pause, est-ce qu'on se permettait d'être fort, d'être faible en fait, d'avoir du ressenti, de se sentir coupable quand on se sent dans des situations où est-ce qu'on voit un enfant qui peut-être n'a pas d'eau, n'a pas à manger, puis chez nous on a tout. Bien, la culpabilité ou le sentiment de ne pas en faire assez, je pense que c'est la meilleure voie pour aller au burn-out. Je pense qu'il faut être conscient qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire, puis de vouloir faire sa part, d'aller dans la mesure, de contribuer dans la mesure où on peut le faire, mais aussi reconnaître qu'il y a des limites, que les besoins vont toujours au-delà des ressources, parce que sinon on se brûle, puis quand on est brûlé, on n'arrive plus à aider les gens. Plus jamais. Puis les missions que vous faites, on a parlé de missions en temps de crise, comme en temps de guerre, ou bien quand il y a des problèmes de santé. Est-ce qu'elles sont toutes les mêmes? Elles sont organisées de la même façon? Oui et non. Je vous dirais, chaque contexte est spécifique. Okay. Ce qui est particulier dans l'organisation du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est que dans tous les pays où on va, il y a une société nationale du Croissant-Rouge ou du Croissant-Rouge. D'accord, qui représente celle internationale en fait. Voilà, okay. et qui compte. Donc, la première ligne de réponse, peu importe où on va, que ce soit en Syrie, en Beauce, aux États-Unis, en Azerbaïdjan, c'est toujours les volontaires des communautés affectées qui sont les premiers à répondre dans les minutes ou dans les heures qui suivent les catastrophes. Donc, après, une fois qu'une société nationale de Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge voit que la situation dépasse ses moyens de répondre, elle va demander l'aide du mouvement et c'est là où les équipes internationales se mobilisent. Donc, on a toujours des interlocuteurs sur place qui connaissent la culture, qui connaissent la langue, qui connaissent les communautés dans lesquelles on travaille. Et ça, je vous dirais, ça joue pour beaucoup dans l'acceptation du travail qu'on fait, dans l'efficacité du travail qu'on fait aussi. Puis quand on parle de mission,
on a dit que si, par exemple, en Guinée, la Croix-Rouge, elle est déjà intégrée là-bas. S'il y a un cas de maladie, ou en tout cas, peu importe qu'est-ce qui se passe, ils ont besoin d'aide. Est-ce qu'ils sont directement affiliés à un pays où ils vont directement le demander comme pour l'aide à l'international qui va définir lequel des pays viendra en aide? Voilà. Donc, dans ce cas-ci, puis si on fait référence à l'épidémie d'Ebola en 2014 en Guinée. Parce que vous y étiez, voilà. En fait. J'avais commencé au Sierra Leone et puis après, je suis allé en Guinée. Donc, la Croix-Rouge du Sierra Leone, la Croix-Rouge de la Guinée ont demandé l'aide au mouvement international de la Croix-Rouge, dont le siège est à Genève. Et puis, c'est ce siège-là qu'on appelle la Fédération. Donc, toutes ces sociétés nationales-là sont fédérées, qui ont fait un appel au mouvement en dire, bon, ben quelles sont les ressources que vous pouvez envoyer et mobiliser pour venir en aide aux gens et aux communautés sur place. Et puis, c'est à partir de là qu'on a monté ces opérations-là. Et puis, quand vous êtes arrivé, par exemple, pour le cas de la Guinée, quand vous êtes arrivé, c'était quoi? Parce que l'Ebola, on s'entend, c'était une maladie assez catastrophique pour les peuples qui étaient dedans, là. Comment on vous prépare à ce genre de mission? Parce que... C'est une très bonne question. Ben, en fait, quand je suis arrivé en Guinée, je me suis porté volontaire pour aller en Guinée parce que j'arrivais du Sierra Leone. Donc, mais quand je suis parti pour le Sierra Leone, j'avais extrêmement peur. Parce que c'est mortel. Oui, c'est mortel. Puis on voit les images des films, puis je savais pas à quoi je me mesurais. Je suis resté au Sierra Leone pendant 1 mois et demi. Wow. Et après, pour faire la mission. Et puis après, je voyais que ça continuait à dégénérer, que ça empirait. Puis à ce moment-là, on parle de juin, entre la période de juin à août, c'était avant que la communauté internationale vraiment réagisse. Donc, quand j'ai vu que ça continuait à dégénérer, ben là, je me suis porté volontaire pour aller en Guinée pour établir une coordination régionale là-bas, parce que c'était là où, si vous voulez, l'épicentre de la réponse, où on montait la réponse dans les différents pays affectés. Donc, j'avais déjà résolu un peu cet élément de peur parce que la peur vient beaucoup de l'inconnu. Et puis, quand on se mesure à l'inconnu, quand on se mesure à la peur, parce que là, comme je le mentionnais, on en discutait un peu, puis je me dis, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. En ce moment, là, les frontières étaient carrément comme closes pour les autres pays, parce qu'on voulait pas et tout. C'est ça. Ce qui est une mesure un peu émotive, mais qui est pas efficace en termes de prévention de la propagation des maladies. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent se déplacer vont se déplacer quand même. Vous le savez mieux que moi, les frontières sont très poreuses. Elles sont pas vraiment très protégées. On peut pas dire qu'elles sont très protégées. Donc, les gens qui veulent se déplacer vont se déplacer. Et ce faisant, s'ils le font de façon clandestine, elles échappent au poste de contrôle sanitaire qu'on peut mettre en place si on contrôle au lieu de fermer les frontières. C'est vrai que je me rappelle bien qu'en ce temps-là, oui, il y avait quelques cas. Ouais. Malgré le fait qu'on ait fermé les frontières. Tous les aéroports en Guinée, Freetown, partout, il y avait des agents sanitaires qui prenaient la température des gens pour contrôler et minimiser ça. Mais tous les gens qui passaient par les postes de passage le long des rivières, ils échappaient à ces contrôles-là. Puis quand vous avez terminé en fait en Guinée, là tout va bien, là, vous êtes rentré sain et sauf. Ouais. Est-ce que à chaque fois que vous revenez d'une mission, vous dites, OK, là il faut que j'en fasse encore plus, il faut que j'aille encore plus? Ouais, oui et non. En Guinée, j'avais décidé que c'était ma dernière parce que j'attendais, ma femme attendait notre deuxième enfant. D'accord. Okay. Et donc, j'avais compté le compte à rebours, si vous voulez, des 3 semaines, ce qu'on appelle le cool-down, pour être sûr qu'on n'est pas contagieux, pour coïncider avec la date prévue de la naissance de mon fils. Et puis après, j'ai dit, OK, ça y est. Puis après, c'était la dernière mission, en fait, à l'international, oui. J'ai continué à travailler au niveau des réponses aux urgences au Canada après, mais ça me faisait trop... j'avais trop du mal à laisser ma famille pendant 3 mois. Maintenant, avec les enfants, là, ça me tordait le cœur un peu, donc... Est-ce que ça peut aller à plus de 3 mois, une mission? Oui, j'ai fait des missions d'1 an et demi, 1 an et demi, oui. Mais ça, c'était avant d'avoir des enfants. OK, d'accord. Je dirais le cadre des réponses aux urgences, généralement, ça va de 4 semaines à 3 mois, dépendamment des profils. Dans le rôle où je répondais les 10 dernières années, si vous voulez, comme chef d'équipe, ce qui est important, c'est la continuité et la confiance avec les interlocuteurs. Donc, si on change à toutes les 4 semaines, il faut rebâtir un peu la relation. C'est ça, ouais. Donc, le temps de comprendre la situation, le temps de bâtir le lien de confiance avec les décideurs locaux, la communauté et tout, c'est important d'avoir un peu plus de durée dans le temps, de stabilité. Donc là, vous êtes revenu ici au Canada, vous travaillez ici, on a eu des feux de forêt il y a pas longtemps. Comment vous vous organisez pour le Canada?
Bien, si vous voulez, le système est un peu Le même? similaire. OK. C'est qu'on est distribué, on a des chapitres et des branches dans chaque province et dans chaque région. D'accord. Donc, par exemple, si vous faites référence au feu de l'Alberta, Fort McMurray, mes collègues de la province de l'Alberta, quand il y a eu l'évacuation de Fort McMurray, tout de suite ont appelé le siège de la C'était un Croix-Rouge gros canadienne truc, à Ottawa pour dire là, on va avoir besoin d'une équipe de renfort. Donc, je me suis déplacé. OK. Je suis allé là, puis j'ai repris la direction locale à Edmonton des opérations. Puis on a ouvert quelques jours avant qu'on puisse, que les autorités déclarent que autorisent le retour. On a ouvert une antenne à Fort McMurray pour faciliter le retour, coordonner avec les autorités municipales et offrir l'assistance aux gens qui revenaient. Donc, peu importe la situation, quand vous arrivez en tant que Croix-Rouge sur un territoire, la première des choses est de vraiment mettre les gens à l'abri. Je pense que c'est ça, hein? Ouais, je vous dirais la première des choses, c'est de s'assurer que les décideurs veulent qu'on soit là. Wow! Parce que c'est pas toujours le cas. Donc, dans des pays fonctionnels comme le Canada et tout, c'est les autorités, le gouvernement municipal, provincial, fédéral. Dans d'autres pays, des pays comme des conflits armés, par exemple, c'est sûr que le gouvernement doit autoriser notre entrée et notre accès, veulent qu'on soit là. Mais après, il faut parfois négocier et expliquer qui on est, quel est notre mandat, comment on opère dans des régions qui sont sous le contrôle d'autres groupes qui ne sont pas nécessairement le gouvernement dans la capitale. Wow. Donc, il faut se faire accepter, en fait, dans le fond. Voilà. Bien, un des piliers de notre sécurité qu'on appelle, c'est l'acceptation par les parties au conflit, surtout quand on parle d'un conflit armé. Mais même dans le cas de l'Ebola, si vous voulez, on avait beaucoup de difficultés au début à se faire accepter par les communautés qui avaient peur de la maladie et puis qui ne comprenaient pas une approche qui était très, très, très basée sur une approche clinique, sur presque mécanique, si vous voulez, qui, au début, ne tenait pas en compte des considérations culturelles, sociologiques des communautés affectées. Et puis, ça crée de la tension et puis même des hostilités au début parce que tout circule quand les gens ont peur. Donc, il a fallu faire un travail de fond. D'abord, comprendre quel était le problème, faire un travail de fond d'acceptation, puis après, faire le travail clinique. Mais merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je sais qu'on peut faire du bénévolat. Est-ce que c'est sur le site web qu'on va y aller et puis... Absolument, croixrouge.ca. Les gens peuvent s'impliquer de plusieurs façons au Québec, au Canada, non seulement dans les réponses aux désastres, mais aussi l'éducation communautaire, la sensibilisation. Il y a plein de volets. Merci beaucoup, M. Tachereau. Je pense qu'on va se revoir en 2020 pour parler encore de vos missions, peut-être un de vos bénévoles. Merci beaucoup, ça sera un plaisir. Alors voilà, maison, si vous avez envie de vous impliquer et pourquoi pas faire un don à la Croix-Rouge, je vous invite à visiter le www.croixrouge.ca. Après la pause, on va parler du nouveau numéro du droit à faire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va découvrir maintenant le nouveau numéro du droit à faire qui est apparu hier. Ouais. Oh, on est chanceux. On est chanceux. On a la une et puis je vois un beau monsieur sur la couverture. Parce que je pense qu'on va commencer par lui. Oui, c'est ben qui, oui. ce monsieur? En fait, c'est notre numéro de décembre, comme tu disais, qui a été lancé hier. Mais tous les... Bon, c'est sûr que la copie papier, elle était inclue avec le journal du droit d'hier. D'accord, OK. Mais tous les articles, tout est en ligne et dans l'application. Donc, facile à trouver. Facile à trouver. Ouais. Ben, c'est Claude Hamelin. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est quelqu'un quand même de bien connu de la communauté, autant du côté d'Ottawa que de Gatineau. C'est lui qui a fondé les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy, qu'on connaît bien. Mais ce qu'on apprend dans l'article, c'est que, bon, peut-être la plupart des gens se l'imaginent comme un entrepreneur, mais c'est un danseur professionnel. Il se définit comme étant un musicien qui ne joue pas de musique. Écoute, il a fait drôle. animateur de radio, promoteur. Et j'ai eu la chance de lui parler justement hier lors du lancement. Puis ce qu'il me disait, c'est que c'est quelqu'un qui refuse les étiquettes. Donc lui, ce qu'il aime, c'est de lancer des projets. Et bon, on apprend comme les Grands Feux. C'est sûr que c'est peut-être un des événements forts dans la région ici. Et pourtant, quand il a lancé ça, tout le monde pensait qu'il était un peu cinglé. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont eu un premier déficit de 2 millions. Donc, vraiment, ça a été des débuts très tumultueux. Et aujourd'hui, ben, les Grands Feux, maintenant, c'est un OSBL. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Et il a transformé ça en organisme sans but lucratif. Et il est dans un processus de reprenariat. Il a confié la gestion des Grands Feux à un jeune entrepreneur. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il fait juste lui faire confiance, en fait, dans le fond. Hein. En fait, il a trouvé chez Marc-Antoine Mascotte, qui est déjà quelqu'un de tout jeune, qui n'a même pas 30 ans, qui organise déjà beaucoup d'événements dans la région. Et il s'est dit, bon, lui, c'est quelqu'un sur qui je vais miser. Donc, il lui a offert gratuitement le flambeau des Grands Feux. C'est une valeur d'à peu près 2 millions en expertise, en matériel. Et il l'accompagne pendant 3 ans. Donc, l'année qui s'est terminée, c'était la première année de Marc-Antoine. Okay. Donc, il est là pour aider la transition, mais pour que Marc-Antoine puisse maintenant s'occuper maintenant des Grands Feux. Et lui, maintenant, ben, c'est bon, les très beaux terrains de Zibi qui entrent sur la rivière des Outaouais. Ouais. Lui, il a la responsabilité de les animer. Donc, il va avoir le projet de la tyrolienne. Tu sais, maintenant, il va avoir... J'ai vu ça dans on va pouvoir traverser d'Ottawa à Gatineau à bord d'une tyrolienne. Donc, bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets. Là. Pourquoi on a pensé à faire un article sur ce monsieur? Bien, justement, parce que c'est quelqu'un de bien connu de la communauté d'affaires et qui œuvre dans plusieurs domaines. Et c'est particulier parce qu'il est dans l'événementiel. C'est vraiment quelqu'un, justement, les Grands Feux, qui est là pour faire des partenariats aussi avec différentes entreprises au cours des années. Donc, je trouvais ça intéressant de revenir sur son parcours. Là. Puis là, j'ai lu quelque chose qui est super intéressant. Je pense qu'il a plus de 60 ans. Oui. Mais ce monsieur-là dit qu'il n'a pas terminé avec les projets. Non, apparemment, il en a plein dans sa casquette. On n'est pas avec quelqu'un qui est sur le bord de prendre sa retraite, là, du tout. Là. Même s'il confie la gestion des Grands Feux, c'est justement pour avoir du temps pour lancer d'autres projets. On a hâte de peut-être le rencontrer parce que je sais qu'il y a toujours un 5 à 7 en rapport avec le numéro qui sort. Puis c'était de l'affichation sûrement là. Oui. Fait que ça serait un bon rendez-vous. On va en parler plus tard. Là, on va parler maintenant de l'entreprise Rewind. Oui, c'est bon? OK. Rewind, c'est une entreprise d'Ottawa. C'est une jeune start-up. La raison pour laquelle on a parlé d'eux, c'est qu'ils se sont retrouvés... à chaque année, la boîte Deloitte et Touche font des palmarès des entreprises à surveiller. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans la région qui se sont taillées des places, si on veut, dans ce top-là. Mais Rewind s'est glissé dans le top 50 des entreprises avec la plus haute potentiel de croissance. Top 50 Donc, quand même. On avait envie de savoir qui ils étaient. Puis eux, ce qu'ils offrent, c'est une application qui vient faire une sauvegarde de toutes les données. Souvent, autant les grandes entreprises que les PME ne consacrent pas beaucoup d'énergie à qu'est-ce qui arrive si jamais j'ai une panne ou que j'ai un problème d'ordinateur. Donc, eux... Mon fils delete quelque chose. C'est ça. Eux, ils créent... Parce que, on s'entend pour une entreprise qui perd, je sais pas moi, les données de paye de ses employés, il peut avoir des conséquences vraiment graves. Donc, eux ont créé une façon très, très simple de faire ce qu'on dit là, malheureusement en anglais, des backups de toutes nos données d'entreprise. Et la raison qu'ils se sont vraiment distingués, c'est que depuis qu'ils ont fondé l'entreprise, ils ont 31 employés, ils n'ont pas perdu personne. En ce moment où on parle beaucoup de pénurie dans le main-d'œuvre, où est-ce que les gens bougent beaucoup. Donc, j'inviterai les gens à lire l'article. C'est Mark Porter, qui est le fondateur de Rewind, qui explique comment le bien-être des employés font vraiment partie intégrante de leur philosophie d'affaires. Ils essaient de montrer un peu leur belle culture organisationnelle parce que ça a besoin de ça là, pour pouvoir faire fonctionner une entreprise. Ça vient un peu dans les buts du magazine aussi, c'est de mettre en lumière des trucs
d'autres entrepreneurs pour inspirer peut-être d'autres entreprises d'adopter les mêmes pratiques. Alors là, on va parler maintenant du dossier revue de l'année qui est super intéressant parce qu'on n'y pense pas, mais il y a eu beaucoup de mouvements là, en 2019. Oui. En fait, c'est qu'à chaque année, dans le droit à faire, on fait une revue d'à peu près... c'est sûr qu'on peut pas dire qu'on va parler de tout ce qui s'est passé. Avant, on le mettait dans le numéro de janvier, mais le numéro de janvier, il sort quand même assez tard. Donc, cette année, on a décidé de le devancer pour que ce soit dans le numéro de décembre. Donc, ma collègue Dominique Lahaye fait vraiment un survol de tout ce qui s'est passé du côté de Gatineau, du côté d'Ottawa, les acquisitions, les agrandissements, les entreprises qui sont venues s'installer ici. Donc, vraiment, s'il y a des gens, justement, si vous n'avez pas lu le magazine, là, c'est une bonne façon d'être à jour un peu parce qu'il se passe énormément de choses au point de vue économique. Donc, c'est très court, c'est facile à lire, puis mais comme je dis, tout n'y est pas, mais quand même, ça donne une bonne idée, là. On parle, par exemple, du succès de peu de gens le savent, mais une des entreprises les plus importantes de tofu est en Outaouais. Puis on le sait comment le végétarisme, ça a été un sujet très, très fort en 2019. Et ils ont connu une croissance exponentielle. Là. Ils ont de la misère à suivre là, pour fournir les besoins de la population en tofu. Donc, on a plein de petites histoires comme ça. Là. Puis j'ai pas pu bien lire l'élément en novembre sur Télésat, parce que je pense que vous avez parlé un peu de... Oui, de Télésat, c'était notre tête d'affiche. De novembre, avec la madame, parce que je pense qu'eux aussi, ils sont dans ce numéro. Parce que, notre tête d'affiche de novembre, c'était Michel Beck, qui est la vice-présidente aux ventes en Amérique du Nord. Puis on oublie un peu, mais Télésat, c'est à Ottawa, ça a été fondé à Ottawa. C'est un des chefs de file de satellites au monde. Il gère les satellites des bureaux sur la rue Elgin à Ottawa et ils sont en train de lancer un projet qui s'appelle Léo. C'est des satellites qui vont voler en basse altitude pour fournir de l'Internet haute vitesse dans des régions où il n'y en a pas, comme le Grand Nord. Des fois, on oublie, mais d'avoir accès à Internet dans le Nord canadien, bien, ça veut dire avoir accès à de l'éducation pour les cours à distance, des services de santé pour les diagnostics à distance aussi. Donc, c'est vraiment... C'est dur à croire, mais on a encore des gens qui n'ont pas accès. Internet, donc, et c'est canadien, donc ça va être déployé au cours des prochaines années. Donc, on en reparle un peu, mais puis tous les articles de Télésat, là, on les retrouve. Là, et puis le numéro de novembre, là, on n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup la promotion, mais c'est très intéressant parce qu'on montre la tête d'affiche, la madame qui s'en occupe. Madame Beck. Et puis, en plus de ça, on va faire un beau lien avec ce qui se trouve dans le numéro de décembre. Je te garde avec moi, parce qu'après la pause, on revient pour parler du contenu du numéro du droit à faire. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du nouveau numéro du droit à faire, celui de décembre, avec en tête d'affiche M. Claude, c'est ça, Claude Hamelin. En tout cas, un grand monsieur que j'ai réussi à découvrir dans la revue parce que je ne le connaissais pas.
plein de sujets qu'on a couverts tantôt. Et puis là, on va parler maintenant de l'accélérateur F de la Société économique de l'Ontario. Quand j'ai vu le titre, j'étais comme, OK, c'est quoi ça? Ouais, c'était un peu nébuleux comme titre. C'est quoi ça? En fait, c'est que la Société économique de l'Ontario, bon, c'est sûr que leur mandat, c'est de favoriser, de promouvoir l'entrepreneuriat chez les francophones en Ontario. Donc, ils se sont dit, bon, une entreprise qui a un projet de croissance ou qui veut grandir, bien, des fois, on ne sait pas nécessairement à quelle porte cogner tout ça. Donc, ils ont créé ce programme-là auquel ils vont mettre autour des entrepreneurs tout ce qu'ils ont de besoin justement pour passer au prochain niveau. Donc, c'est un programme où, là, présentement, les entrepreneurs peuvent s'inscrire. Peu importe leur niveau. Oui, peu importe. Puis même que... même si c'est des gens qui sont francophiles, mais qui veulent charmer les clients francophones. Donc, ces services-là peuvent aussi les aider à percer la communauté francophone. Donc, c'est vraiment un programme d'accompagnement qui va débuter bientôt. Donc, ce qu'on apprend dans l'article, c'est un peu qu'est-ce qui va être offert, puis d'inviter les entreprises qui sont intéressées à poser leur candidature. C'est juste ça qu'ils ont besoin de poser la candidature. Oui, c'est vraiment un service qui est offert là, vraiment à tous les entrepreneurs. Puis, je pense que des demandes, et puis aussi des personnes qui sont à l'international aussi, qui peuvent venir s'imprégner ici en Ontario. Oui, tout à fait. Parce que ça peut aider si la croissance, c'est justement d'aller percer à l'extérieur du Canada. Ouais. Mais encore là, c'est comment on fait ça? Comment on fait ça? Surtout qu'on n'a pas le terrain aussi, par exemple. On n'a pas le terrain, on n'a pas l'expertise. Donc, c'est vraiment là pour créer une espèce de bulle autour des entrepreneurs pour les aider justement à croître. Donc, c'est pour ça d'où l'accélérateur. L'accélérateur F, en fait, c'est ça. Donc, français. Il y a toutes les informations, je suppose, dedans pour pouvoir avoir accès à ce programme. Oui. Intéressant. En tout cas, alors, à chaque sortie du numéro de droit à faire, il y a toujours un 5 à 7. Oui. Puis hier, c'était pour celui de décembre avec M. Hamelin. Oui. Comment ça a été? Ça a super bien été, c'est intéressant. Combien de personnes vous avez reçues? Toujours une centaine. C'est ça? C'est très populaire. Je me demande. C'est très populaire. Et hier, on était du côté de Ressources Intégration. C'est une entreprise d'économie sociale qui a déjà été dans le magazine parce qu'à chaque 5 à 7, on change de lieu. C'est ça que oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise dont 75% des employés ont soit des limitations physiques ou intellectuelles, mais c'est vraiment pour créer des emplois. Ce qui était bien hier, c'est que c'était un entrepôt, mais ils avaient tout décoré ça. Et on avait une visite guidée, donc on pouvait rencontrer les employés. C'est eux qui préparent tous les paquets pour la monnaie royale. Donc, c'est super précis. C'est eux qui revendent les centres de liquidation de tous les produits Costco, les fins de ligne et tout ça. Donc, ça donne envie. Ils sont situés à Gatineau. Les deux boutiques, il y en a une sur le boulevard de Grébert, il y en a un sur Lois. Et là, ils nous ont annoncé hier qu'ils ouvraient un troisième centre de liquidation sur Maloney, là, vraiment Maloney, près de Templeton. Mais ce qui est intéressant, donc, on a vraiment pu découvrir ces employés-là. Puis c'était significatif hier parce que notre éditeur, Pierre-Paul Neureau, prend sa retraite. Donc, c'était son dernier 5 à 7. Donc, ça a été assez touchant. Je l'ai interviewé, mais tout le monde est devenu assez émotif parce que, bon, avec tout le projet de coop et tout ça... Puis, parlons de coop. Là, je pense que dans le courant de la journée... aujourd'hui, parce que, bon, on suit ça. Le projet privilégié, c'est la fondation d'une coop. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va savoir si le juge accepte la proposition, le financement a été bouclé. Donc, on espère, on est très confiant qu'on va devenir une coop. Donc, M. Neureau a fait énormément pour le Journal de droit, une carrière de 42 ans. Donc, il a vraiment travaillé très, très fort pour la mise en place de cette solution-là de coop. Mais pour lui, comme il disait, il est en pleine forme. Sa conjointe est déjà à la retraite. Donc, pour lui, c'était l'occasion de nous laisser, nous, partir avec ce projet de coop-là et de tirer sa révérence. Donc, c'était un 5 à 7 qui est... assez touchant, pour beaucoup d'émotions. Parce que, bon, on est une super belle équipe, on a vraiment une belle ambiance, donc c'est pas un patron qui part puis que ça ne fait rien. Là. C'était très touchant. Là. Parce que là, j'ai été là-bas dans vos locaux, c'est vraiment une belle famille que vous avez créée. C'est pas comme chacun dans sa bulle. Là. Non, puis on a vécu vraiment des choses très intenses dans les derniers mois. Là. On le sait que c'est un milieu, là, le journalisme écrit, les médias en général, c'est pas facile. Donc, il faut travailler les coudes serrés. Là. Alors, je vais revenir un peu au 5 à 7 parce que je veux rappeler au monde que ils sont invités à participer à ce genre d'événement-là. Oui. On pourrait rencontrer, par exemple, M. Hamelin qui peut nous donner des conseils pour nous, jeunes entrepreneurs. Puis je suis sûre que ça a donné peut-être une belle... peut-être ça a donné envie de collaborer pour les gens qui sont rentrés. Il y a énormément de projets qui sont nés grâce au 5 à 7. Parce que vu qu'on est dans un terrain neutre, ça permet d'avoir des entrepreneurs vétérans qui croisent des gens qui viennent tout juste de se lancer en affaires. Donc, c'est fou le nombre d'histoires, puis ça crée des liens. Donc, c'est pour ça que le public est invité.
C'est vraiment... Il faut juste s'inscrire en plus. Oui, c'est pas compliqué. La fois, c'est gratuit. Le prochain, c'est du côté de l'Université du Québec en Outaouais. C'est le 29 janvier. J'ai pas encore toutes mes têtes d'affiche. Parfois, je veux pas trop le dire parce que ça a le temps de changer. Mais c'est sûr que c'est vraiment... c'est une belle occasion là, de s'imprégner un peu de la communauté d'affaires. Merci beaucoup, Geneviève. Tu fais du très beau travail. Ton équipe et toi, en fait, tu fais du très beau travail parce qu'on apprend plein d'affaires et puis on se donne des idées, en fait, pour ceux qui sont entrepreneurs surtout, là, de qu'est-ce qu'on peut ou ne pas faire ici dans la région. Mais c'est surtout de faire. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas faire. Ouais, puis dépendamment de quel est le feeling qu'on a, par exemple. Je ne me lancerai pas, par exemple, dans des affaires Internet et tout, mais parle-moi de mode. On a une chronique mode. Chronique mode, OK, là, je serai parfaite. Je te souhaite de belles fêtes. Merci. Puis belles fêtes aussi à toute l'équipe et puis on croise les doigts pour la journée, pour Merci le co. beaucoup. Merci. Alors, voilà maison, ledroit.com, c'est le site web par excellence à visiter si vous voulez avoir accès au nouveau numéro du droit à faire. Après la pause, on parle de films à voir absolument durant le temps des fêtes avec Gisèle Nantais. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Assez pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers. Cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et ici pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y suis pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de films à voir absolument durant ce temps des fêtes. Oui. Puis t'as vraiment apporté une bonne brochette de films qu'on doit voir. Hein? Ah oui. On va commencer oui, avec La Belle Époque. Oui. Je veux que tu nous racontes encore cette belle histoire-là. Oui. Alors, j'en avais déjà parlé parce que ça avait été mon coup de cœur de Cinémania, du Festival Cinémania. Alors, La Belle Époque, ça s'appelle ça parce que c'est pas un film d'époque comme tel. OK. C'est le nom du café qui s'appelle La Belle Époque où Daniel Auteuil, qui s'appelle Victor dans le film, a rencontré sa femme en 1974. OK. Ouf. OK. Alors, ça date de longtemps, mais c'était... ils sont vieux maintenant. Bon, mais c'était une belle histoire d'amour. Ils se sont vraiment rencontrés et ensuite, leurs enfants, ils ont eu un garçon. Et puis le meilleur ami de leur fils est Guillaume Canet, qui a été influencé beaucoup par eux parce que c'était toujours une belle histoire d'amour. Ils étaient ouverts. C'est-à-dire que Daniel Auteuil était BDiste, il publiait, il était artistique. Hein? OK. Et ensuite, Fanny Ardant, alors on voit Daniel Auteuil, et puis Fanny Ardant, c'est sa femme, Marianne, qui veut plus rien entendre de lui parce qu'ils sont rendus vieux. Oui, puis elle trouve qu'il a mal vieilli, qu'il n'est pas patient, qu'il n'aime pas l'Internet, qu'il ne veut pas se brancher dans des nouvelles choses. OK. Tu sais? Alors, carrément, elle le met à la porte. Carrément. J'ai vu cette partie-là. Là, elle dit, je suis plus capable. Tandis qu'elle, elle s'est maintenue, tu sais. Et elle est superbe, hein? Fanny Ardant, c'était une grande femme... vraiment un look spécial. Elle mesurait presque 6 pieds, hein, avec des cheveux noirs. Ouais. Là.
Et puis pendant des années, c'était la campagne de François Truffaut. Elle a vécu avec François Truffaut. Elle a fait ses premiers films avec lui. Alors, tu sais, c'est vraiment une légende. Puis là, elle revient au cinéma et c'est un plaisir de la voir. Dans un rôle qui je pense qu'il lui va, parce que j'ai tellement ri en regardant la bande-annonce. Elle est tellement dure avec lui. Elle est dure avec lui. Et Guillaume Canet, donc maintenant, il a une compagnie, il a un studio de production où il peut faire revivre des moments clés. Alors, lui, évidemment, le moment qu'il veut, et donc il donne ce cadeau à Victor. Il lui dit, choisis un moment, le moment clé de ta vie, et je peux le recréer pour toi. Et là, il fait ça en studio avec des acteurs. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est que, il va revivre ce moment, ça va être la même ambiance, ça va être le même décor, ça va être la même musique qui va jouer, c'est les mêmes gens. Donc, c'est vraiment une production spéciale, c'est comme faire un film. T'sais? Donc, il joue dans la rencontre encore avec sa femme, en fait. C'est ça. Il faut qu'il s'habille comme il s'était habillé. Alors, il faut qu'il se rase, il faut qu'il mette ses bottes à talons, là, parce que ça se passe dans les années 70. Son veston de cuir. Son vieux veston de cuir. Et puis, il va vivre les mêmes aventures. Yeah, flower power, je trouve ça intéressant. C'est touchant, en fait. J'ai vu la bande-annonce et puis tu en as parlé la dernière fois. C'est super touchant, ce film. Et c'est vraiment touchant parce qu'on mêle sentiments, émotions, moments clés avec réalité virtuelle et ce qu'on peut faire de nos jours, tu sais, pour ces choses-là. Évidemment, la rencontre va avoir des conséquences. Ça entraîne des changements. C'est ça. Dans la vie présente. Je veux pas que tu me dises la fin. Je voulais te demander, mais non, je ne dirai pas la fin parce que c'est assez... C'est à l'affiche au Cinéma Neuf, au Star City, et ça va jouer à partir de demain au Bytown pour ceux qui veulent pas aller à Québec pour le voir. Donc, ça va jouer au Bytown pendant tout le temps de Noël, pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, parfait. Avec des sous-titres anglais. Alors, vous pouvez amener vos chums anglais si vous voulez. Parfait. Et là, maintenant, on va parler d'un autre film, Il pleuvait des oiseaux. Ça, on n'avait pas déjà parlé de ça, je pense pas, c'est nouveau. Je pense que je l'avais peut-être mentionné en passant, mais j'ai pas vraiment fait une chronique officielle de ce film merveilleux. Alors, Il pleuvait des oiseaux. C'est spécial, c'est vraiment un film spécial. Est-ce que tu l'as vu? J'ai vu la bande-annonce, mais j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait, en fait, avec la madame. Alors, évidemment, c'est avec André Lachapelle qui joue Marie des Neiges. Et elle est vieille maintenant, elle est dans les 80 ans. Je ne sais pas si tu reconnais à l'écran, là, Ève Landry, qui était dans Unité 9. Attends, j'avais pas fait attention. Oui, dans Unité 9, là, Ève Landry. Alors, elle est journaliste, photographe. Ah ouais? Oui. Elle est journaliste, photographe dans le film. Et elle enquête sur des survivants des grands feux qui ont ravagé le nord du Québec. Et donc, ceux qui ont survécu à ces feux-là. Donc, elle essaie de monter un genre d'exposition. Couper ses cheveux. Oui, un genre d'exposition. Et une des survivantes, bien, c'est André Lachapelle. C'est le personnage qu'elle retrouve. C'est pour ça qu'il y a tant d'attention autour d'elle, parce que je suis fière de comprendre, Oui, alors cette connexion-là, c'est qu'elle l'interviewe, puis ensuite, elle promet de lui donner un tour, tu sais, pour visiter son neveu qui a comme un gros lodge dans la forêt. Et là, elle va découvrir que 3 ermites habitent dans la forêt. Et les ermites, c'est Gérard Scott, évidemment, qui joue Charlie. Rémi Girard, qui est Tom, qui est vraiment pas commode, mais qui joue vraiment bien. Alors, ils vont devenir... alors, comme elle a été internée pendant 60 ans injustement. Wow! Alors, on n'explique pas exactement le contexte, mais... elle n'a jamais vraiment connu l'amour parce qu'elle était jeune. Quand elle est rentrée... Oui, donc elle a été internée dans un centre psychiatrique pendant 60 ans.
C'est terrible. Puis je pense que c'est l'un des derniers films qu'elle a eu à faire. Hein? Oui, je pense. Puis c'est vraiment un beau film parce que finalement, elle va rencontrer l'amour. Et il y a des scènes d'amour très intimistes à 85 ans. Mais c'est beau et c'est éloquent et c'est touchant. D'accord. Alors, il y a vraiment des films, des scènes d'amour charnelles entre Gérard Sicotte et André Lachapelle. Et ça nous montre que, bon, on peut tomber en amour à n'importe quel âge. OK, c'est pas un film pour les plus jeunes. Non, c'est pas pour les plus jeunes. Et il faut que je dise aussi, il pleuvait des oiseaux. C'est à cause des feux. Le feu, par exemple, tous les survivants et les témoins de ce grand feu-là, ils se souviennent que les oiseaux tombaient du ciel à cause... Alors, c'est pour ça que ça s'appelle « Il pleuvait des oiseaux parce qu'ils devaient se mettre à l'abri à cause de la fumée et tout ça. Les oiseaux mouraient et tombaient littéralement du ciel. D'accord. Ça, c'est un film qui joue où? Alors, ça joue à Orléans et c'est pour ça que j'en parle. D'accord. Alors, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir au Québec quand ça jouait, et ça l'a joué pendant quelque chose comme 25 semaines. OK. Alors, ça l'a joué toute l'automne, là. Alors, maintenant, ça joue au Cinéma Neuf, ça va jouer pendant le temps des fêtes. Et ceux qui l'ont manqué, je vous le recommande. Merci beaucoup, Gisèle. Je te garde avec moi parce qu'après la pause, là, on va parler des nouveautés. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. OK. J'ai du poil au menton, puis c'est bon, surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous délaissez les autres, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis, quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, puis du poil sur les bras, j'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, mais j'ai du poil qui est long, j'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans les deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On va commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, dis que dans un zone. Non. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le meilleur reste à venir. C'est une nouveauté qu'on va découvrir avec toi. Et j'aime bien déjà. Disons que ça l'a joué à Cinémania, puis je l'avais vu à Cinémania. OK. Alors, puis j'ai beaucoup aimé. Peut-être pas autant que Belle Époque, mais je l'ai aimé carrément. D'accord. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit alors, le meilleur reste à venir. Ça met en vedette Fabrice Lucchini, qui est toujours excellent. Il peut jouer n'importe quel personnage. Et assez sérieux, assez comique. Sérieux, souvent névrosé. Souvent... Il y a toujours 56 problèmes, mais très intelligent. Alors, Fabrice Lucchini envoie sa gueule, là, il est comme déprimé. Ouais, c'est ça. Et c'est avec Patrick Bruel, le chanteur, qui est aussi un très bon acteur. C'est ça que je te disais, moi, je ne savais pas, parce que je ne regarde pas vraiment les films français, mais je ne savais pas qu'il jouait. Oui, il a joué dans plein de films. Il jouait dans Le Prénom. Puis je pense qu'on avait parlé...
Ce film-là. Oui, ce film-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, je pense qu'il est malade, hein? Alors, Fabrice Lucchini joue Arthur, qui est un médecin, chercheur à l'Institut Pasteur, et un prof aussi, mais il est divorcé récemment. Il a une petite fille qui a peut-être 10-11 ans et peut-être 12 max. Puis elle est flyée. Elle veut rien savoir des vieilles affaires. Elle est prête à sortir. Elle est toujours sur son téléphone en train de pitonner. Typique, hein? Typique. Donc, ils n'ont pas grand-chose en commun. Patrick Bruel, lui, c'est César. Et tu vois, sa fille, c'est comme découragée, là. Et donc, Patrick Bruel, c'était un homme d'affaires et ruiné maintenant. Il veut quand même se marier, mais il n'est pas sûr quand la fille apprend qu'il est ruiné, elle ne veut rien savoir. Mais qu'il a des goûts dispendieux. Alors, ce qui arrive, c'est que Patrick Bruel, dans le sens, il est malade, mais il ne le sait pas. OK. Il a le cancer. Et là, Arthur, il se rend compte de ça, mais il ne sait pas comment lui dire. Finalement, ça devient un des plus grands quiproquos parce que comme il ne sait pas comment lui dire, il dit que c'est lui. Qui a le cancer. Oui, qui a le cancer. Alors, tu comprends mieux l'histoire, ouais, là? Parce que là, il a dit, oui, j'ai le cancer. Ouais. Puis que... oui. Alors, Patrick Bruel, on va dire, OK, parce que ce sont de vieux copains qui se sont connus à la petite école, qui sont allés au lycée ensemble, qui sont des grands amis, puis ils vont revivre certains moments de leur jeunesse, des coups qu'ils ont fait, des choses comme ça. Ah, OK, c'est Patrick qui est malade. Okay, oui. Et là, Patrick pense que Arthur est malade, donc il s'occupe de lui. Oui. Arthur sait que c'est lui qui est malade. C'est lui qui est malade. Et là, ils vont s'établir un genre de tout ce qu'ils ont pas fait. Les coups les plus délirants, les coups les plus pendables qu'ils ont pas fait. Un genre de bucket list, là. Alors là, ils vont tout faire. Ils vont voler des belles voitures, ils vont aller dans le sud, dans les casinos, ils vont faire plein de choses, là. Mais je pense que c'est un film qui est surtout... qui est drôle, qui est attachant aussi. Évidemment, ils vont se rendre compte de l'importance de l'amitié. Oui, avec tout ce qu'ils vont vivre. Et cette amitié-là... qu'ils redécouvrent, va avoir des conséquences. Ils vont mieux se comprendre, mieux s'apprécier. Est-ce que tu me dis si à la fin, il découvre que oui, il est malade? Moi, je dis rien, là. OK. Ce sera mon cadeau de Noël. Mais c'est vraiment un très beau film. Puis je pense en grande partie à cause... du talent des deux interprètes principaux. Oui, ils ont l'air tellement innocents. Et de la mise en scène là, et tout, là. Alors, il va nous rester 4 minutes. Où est-ce qu'il joue ce film? Oui. Alors, merci pour tout. C'est un film de Louise Archambault. Okay. Alors, c'est la même réalisatrice qui avait fait Il pleuvait des oiseaux. Il pleuvait des oiseaux, OK. OK. Et son film antérieur s'appelle Gabrielle. Et c'était un très beau film au sujet d'une fille handicapée qui découvre l'amour puis qui veut vivre seule en appartement de manière autonome. Okay. Et c'était très bien dosé, bien traité, bien joué. Alors, c'est une réalisatrice assez spéciale. Alors, les deux actrices, c'est Julie Perrault et Magali Lépine-Blondeau. OK. Et donc, ce sont deux sœurs qui sont brouillées depuis à peu près 1 an, là. Tu sais, ils ont eu une chicane, là, puis là, ils se voient plus. Cependant, leur père meurt, et là, ça les force à se revoir. Et ça va devenir un road movie. Donc, parce que le père, ses dernières volontés, c'était qu'elle répande ses cendres aux îles de la Madeleine. Alors, donc, ils doivent prendre la route. Ensemble, faire un voyage aux îles de la Madeleine. Et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent des îles de la Madeleine, ils vont rencontrer des gens qui ont connu son père
ils vont découvrir tout un côté, là, obscur du papa? Obscur du papa qui était pas toujours en règle, qui faisait pas mal de choses illégales et donc ils redécouvrent leur père en même temps. Wow. Mais ils vont, oui, c'est sûr elles vont se redécouvrir comme telles et elles vont s'apprécier. Alors, ce film, il joue où? Alors, ce film va prendre l'affiche le 25 décembre, le jour de Noël, au Cinéma Neuf et au Star City. D'accord, mais on n'a pas mentionné pour le meilleur reste à venir, où est-ce que ça joue? Le meilleur reste à venir, ça va être au Cinéma Neuf. Juste au Cinéma Neuf? Juste au Cinéma Neuf. Okay. À partir de... ça commence demain. Ça commence demain? OK, parfait. Ça commence demain, puis je suis sûre que ça va jouer même jusqu'en janvier, là. Et merci pour tout aussi. D'accord. Et merci pour tout. Et évidemment, c'est merci à leur père qui, même s'il est mort... Il nous permet de nous retrouver, en fait. De se retrouver. Une 2 minutes pour La Reine des Neiges. On pouvait pas manquer ça. Non. Alors, bon, même si c'est un film anglophone, je vous recommande d'aller voir La Reine des Neiges 2. Mm-hmm. Et surtout qu'au Star City, ils vont le montrer en 3D en version française. Intéressant. Alors, et la version... en 3D, et c'est vraiment un très beau film. Elsa, elle est adulte maintenant, mais elle se souvient quand elle grandissait, quand elle et Anna étaient des petites filles. Et il y a évidemment des choses qui sont pas claires. Comme adulte, elle va commencer à entendre des voix qui l'appellent. Donc, ce sont des voix qui viennent de la forêt enchantée. Et là, bien, ils vont tous se lancer dans une grande aventure pour découvrir. Et finalement, c'est un appel de la nature qui veut rétablir une injustice qui avait été commise au moment de son grand-père et de son père. Et ça met en vedette aussi un peuple autochtone qui a été donc injustement traité. D'accord. Et là, c'est vraiment... Mais ce qui est merveilleux, il va nous rester 30 secondes. Il faut y aller avec un enfant. Tu vas nous dire pourquoi après la pause? Non, mais... Alors, moi, je vais aller avec ma petite fille qui va avoir 5 ans. Je te garde avec moi parce que après la pause, je pense qu'on va faire un petit récap de tous les films qu'on a vus ensemble tantôt. Vous aussi, je vous garde avec moi parce qu'après la pause, vous aurez les dates et pourquoi pas les lieux de où est-ce que vous pouvez voir tous ces films. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Nathalie Calais. Au nom de toute l'équipe de Nathan Parle, je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se revoit en janvier. Toute l'équipe de TV Rogers vous souhaite de joyeuses fêtes. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Moussettes d'Halifax viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le dimanche 19 janvier, 14h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des films à voir absolument durant le temps des fêtes. Et puis je disais, t'as dit que t'allais voir La Reine des Neiges 2 avec La Reine des Neiges 2, je suis allée avec ma petite fille qui va avoir 5 ans. Elle était émerveillée parce qu'en 3D, elle portait les lunettes, là.
Puis c'est la première fois qu'elle faisait ça. Et pas tous les films sont bons, tu sais, parce que en 3D, il y en a qui, à un moment donné, ils étaient tous en 3D, puis c'était pas fameux. OK. Mais là, c'est merveilleux parce que c'est magique, c'est enchanté. En tout cas, empruntez un enfant, prenez... ça vaut le détour, en tout cas. Ça vaut le détour d'avoir les effets Et ça joue spéciaux. où? Et ça joue au Star City en 3D en français. OK. Sinon, dans tous les autres cinémas en anglais. Merci beaucoup, Gisèle. Et puis demain, on se voit parce qu'on a notre émission spéciale de Noël. Tu nous prépares des affaires comme... OK, on va se taire là-dessus, mais je pense que l'émission sera remplie de fou rire. Je te vois demain encore. Il faut que je dise ma petite fille. Elle était debout pendant tout le film. On lui disait de s'asseoir. Elle était merveilleuse. Oh, avec l'effet 3D. Merci beaucoup, Gisèle. Et puis voilà, maison, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h pour cette émission spéciale pour le temps des fêtes. Ce sera notre dernière émission de l'année. Alors, on se donne rendez-vous demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Vous regardez TV Rogers.